Chers amis, bonjour. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur le rendez-vous du podcast Connexion. C'est un espace d'échange, de partage, de conversation enrichissante avec des hommes et des femmes au parcours inspirant. Ce sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes professionnels que nous recevons et qui partagent avec vous leurs réussites, leurs échecs et des leçons de vie. Si vous venez de nous retrouver, je suis José Herbert Ahodode, agronome socio-économiste de formation, consultant formateur sur les chaînes de valeur agricole. Jeune leader du Bénin, je suis l'hôte du podcast Connexion. Prenez le rendez-vous avec nous désormais pour une nouvelle parution chaque semaine et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pour les tout nouveaux, surtout, engagez-vous parce que c'est par votre engagement que vous pourrez contribuer au développement. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre prochain invité et c'est tout de suite après ceci. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans cette émission qui est un podcast destiné aux jeunes professionnels et entrepreneurs du continent africain et au-delà. Nous allons rencontrer des professionnels au parcours inspirant et enrichissant. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de recevoir Ken Lointo, qui est un Béninois et qui a un parcours très diversifié et on aura l'occasion de le constater au cours de cet échange que j'espère que vous trouverez inspirant surtout. Monsieur Ken, bonjour et soyez les bienvenus. Merci. Bonjour José Herbert. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir, j'espère, partager quelques idées avec ceux qui vont nous écouter. C'est le but justement de ce canal, c'est de partager les expériences parce qu'on a noté de plus en plus un déficit de transmission entre les aînés et les plus jeunes. Et c'est pour ça que quand nous parlons de jeunes professionnels, nous considérons aussi les aînés qui ont des parcours diversifiés au Bénin, en Afrique et au-delà. Pour me présenter, je suis Ken Lointo, béninois, comme tu l'as dit. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine du numérique pour le développement il y a à peu près, on va dire, 23 ans. Donc, c'était précisément quand j'ai terminé mon mémoire de fin de cycle à l'ENA, au Bénin, donc à l'université à l'époque nationale du Bénin, comme on l'appelait. Donc, j'avais étudié les sciences de l'information à l'ENA et pour mon mémoire de fin de cycle, j'avais décidé de travailler sur la connectivité du Bénin à l'Internet, étudier un peu comment est-ce que ça se déployait et également quels étaient les enjeux, etc. Donc, suite à ça, j'ai commencé à avoir mes premiers boulots, notamment des consultations. Donc, voilà comment ça a commencé. Et puis, quand on parle de parcours, c'est que tu as eu un parcours très enrichissant et en même temps, tu es un modèle pour beaucoup de jeunes, dont moi. Est-ce que tu peux revenir sur le parcours professionnel, les premiers boulots? Est-ce que c'était au Bénin d'abord et après, comment ça s'est passé pour aller vers l'international? Donc, bon, d'abord, j'ai commencé, comme je l'ai dit, je vais
pour revenir sur le début, quand j'ai fait mon mémoire de documentation à l'ENA, au CEFOCI, j'ai travaillé sur la connectivité du Bénin à l'Internet, quels étaient les usages, comment ça se déployait. Il faut dire qu'en ce moment, en 97, quand je finissais, le Bénin venait à peine d'être connecté. On avait été connecté en décembre 95, donc il y avait à peine, on va dire, une expérience d'un an et demi ou en tout cas, pas énormément d'expérience. Par contre, il y avait déjà une perception que l'Internet pouvait avoir beaucoup d'enjeux pour le Bénin et pouvait offrir beaucoup d'opportunités. Et en tant que documentaliste, c'était ma formation, je voulais voir dans quelle mesure cette grande base de données et cette grande autoroute de l'information, comme on l'appelait en ce moment, quelles étaient les opportunités que ça pouvait nous offrir, où est-ce que nous en étions en ce moment, quelles étaient les faiblesses, les challenges que le Bénin avait et comment est-ce que nous pouvions mettre en place des mesures afin de développer les opportunités que ce réseau pouvait nous offrir. Donc, c'est un peu la problématique ou l'intérêt qui a motivé mon travail sur ce mémoire sur l'Internet au Bénin à l'époque. Et à l'époque, il faut dire, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'études universitaires en Afrique de l'Ouest sur le sujet. Je crois qu'au Bénin, c'était le premier. On était en 98, exactement. On était en fin 97 ou mi-97, autour de, voilà. Aujourd'hui, je travaille avec la FAO en particulier en tant que consultant dans le domaine de l'agriculture numérique. Mais en temps, j'ai eu un certain nombre de parcours que je vais essayer de rapidement, on va dire, parcourir. Oui. Donc, la première chose, quand j'ai fini mon mémoire, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec un réseau international qu'on appelle ANAIS, un réseau qui s'intéressait au développement du numérique pour le développement en Afrique dès 96. Et comme j'avais fait le mémoire, en fait, lorsque je faisais mon mémoire, j'avais été en contact avec différentes personnes et c'est en ce moment-là que l'opportunité de collaborer avec le réseau Anaïs a été établie. Et c'est un réseau, en fait, qui a été co-fondé par le président malien de l'époque, Alpha Oumar Konaré, et le président du canton de Genève. Donc, voilà, c'était une des deux personnalités internationales donc, qui avaient mis en place cette structure. Et les différents échanges que j'ai eus avec différentes personnalités à l'époque m'ont amené à créer, avec la collaboration de quelques amis béninois, l'association Oridev, qu'on a appelée ONG Oridev. Donc, nous avons mis en place l'ONG Oridev en 98. Et en dehors, et je crois que c'était l'une des premières associations, peut-être la première, qui a vraiment œuvré pour le développement des nouvelles technologies, pour le progrès socio-économique au Bénin. En 99. Pas que sur le secteur agricole uniquement, mais de non, façon non, non, élargie. c'était exactement. Okay. C'était sur l'ensemble des problématiques de développement. Et en 99, l'autre organisation qui a beaucoup œuvré dans ce domaine, qui est ISOC Bénin, en 99, ISOC Bénin a été créé. Donc, on a beaucoup collaboré avec ISOC Bénin, qui existe jusqu'à présent. Et Oridev, à l'époque, travaillait beaucoup avec la jeunesse, essayait de renforcer les capacités des jeunes, notamment des élèves étudiants, parce qu'à l'époque, on était aussi beaucoup jeunes, on était jeunes. Donc, on avait beaucoup travaillé avec les établissements scolaires. On organisait ce qu'on a appelé à l'époque la fête de l'Internet sur pratiquement plusieurs villes, y compris jusqu'au nord du Bénin. Donc, on a collaboré avec beaucoup d'organisations pour ça. Et c'était de grandes manifestations qui réunissaient parfois 1000 personnes et avec à peu près 22 volontaires parfois, où on travaillait avec beaucoup d'organisations, beaucoup de structures du secteur privé pour faire la promotion de l'Internet, faire des formations liées à l'Internet, etc. Donc, j'ai travaillé à Oridev avec mes collègues pendant à peu près 3 ans. On a même installé à l'époque un cybercentre grâce à l'appui de la francophonie à l'INE. Et il faut dire que 3 ans après, à l'époque, j'avais un bachelor seulement, donc une licence. J'ai voulu poursuivre mes études pour mieux maîtriser, on va dire, le domaine. Et là, je suis allé en France en 2001 et j'ai fait un master. Et dans le cadre du master,
j'ai travaillé sur l'information en milieu rural. Donc, c'était vraiment mon premier, pas vraiment le premier contact, parce que même quand je travaillais sur mon mémoire de fin de cycle, j'avais déjà abordé la question agricole, parce que j'avais un oncle, et il est toujours vivant, qui est vulgarisateur agricole. Donc, c'est lui qui m'a donné, en fait, de façon, même sans le savoir, on va dire, le goût du secteur agricole. Donc, quand je faisais mon master en France, j'ai voulu travailler sur le secteur agricole et le milieu rural en général, voir dans quelle mesure les technologies de l'information pouvaient contribuer à la transformation rurale, pouvaient contribuer à l'amélioration de la production agricole, de la commercialisation agricole. Et c'est ça qui m'a amené donc à faire mon mémoire de master sur l'information en milieu rural, les nouvelles technologies en milieu rural au Bénin et au Mali. Bon, j'avais fait des études au Mali aussi dans cette perspective. Et je dois dire que l'une des structures ou l'un des mécanismes que j'ai étudiés dans le cadre de ce mémoire, c'est ce qu'on appelait à l'époque les centres multimédia communautaires, les CMC. Donc, Community Multimedia CMC. CMC, Community Multimedia Centers. Donc, c'était un dispositif qui, en fait, allie radio et Internet. Donc, dans le cadre de ce dispositif, une connectivité à l'Internet était installée à la radio pour que les auditeurs puissent poser des questions sur différentes problématiques, y compris donc des problématiques liées au secteur agricole, y compris des informations liées à la pratique agricole. Donc, l'animateur de la radio consultait les informations sur Internet et répondait en live à l'ensemble des auditeurs. Donc, on appelait ça aussi le Internet Browsing à l'époque. Donc, c'est l'UNESCO qui a beaucoup promu ça. Et quand ce dispositif était mis en place au Mali à l'époque également, et j'ai étudié ça dans le cadre de mon mémoire, et de fil en aiguille, l'UNESCO m'a recruté en ce moment comme on va dire, collaborateur. Donc, j'ai travaillé à l'UNESCO après mon mémoire pendant 7 mois à temps plein, et les organisations des Nations Unies en particulier. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant 7 mois sur le lancement de cette initiative-là qu'on appelait donc les CMC dans différents pays africains. Donc, c'était autour des années 2003. Mais dans la foulée, j'ai eu une offre de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest qui voulait recruter quelqu'un pour mettre en place et pour faciliter la mise en place d'une structure virtuelle internationale qu'on appelait à l'époque qu'on a appelé à l'époque le CIPACO. J'avais trouvé ça intéressant comme challenge, donc je suis quitté la France et je suis allé à Dakar parce qu'ils m'ont recruté à Dakar. Et j'ai travaillé avec l'Institut Panos pendant 5 ans ou 5 ans et demi en travaillant dans ce centre virtuel où on a beaucoup travaillé sur les politiques liées aux nouvelles technologies en Afrique, où on a beaucoup appuyé la participation africaine au sommet mondial sur la société de l'information. On a organisé plein de conférences. Je crois qu'à l'époque, on a publié la première publication africaine sur la gouvernance de l'Internet qui a étudié dans quelle mesure ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet avait un enjeu pour l'Afrique. On a également étudié la participation du secteur privé africain au sommet mondial sur la société de l'information, etc. Et j'imagine que sans t'arrêter pendant ce temps-là, il n'y avait pas encore assez de données, assez d'implications aussi directement sur cette thématique-là. Bon, en ce moment, disons en 2003-2004, il commençait vraiment déjà à avoir énormément d'activités sur le numérique en Afrique. Et en particulier, en ce qui concerne le sommet mondial sur de l'information, des structures comme l'UNECA, donc United Nations Economic Commission for Africa, et aussi l'Union africaine, ils avaient déjà mis en place énormément de structures pour pouvoir faciliter la participation de l'Afrique au sommet mondial sur la société de l'information, qui était ou qui a été un grand mouvement, une grande plateforme internationale qui s'est étalée sur à peu près 3-4 ans, qui a défini en fait dans quelle mesure le monde entier, les gouvernements pouvaient faciliter, on va dire, la démocratisation des nouvelles technologies pour le développement. Donc, le SMSI, comme on l'appelait, a joué un grand rôle et certaines organisations, donc, comme la francophonie notamment, ont joué un grand rôle pour pouvoir faciliter la compréhension de ces enjeux en Afrique.
Donc, nous, on a travaillé au CIPACO à Panos sur ces questions, y compris sur les questions liées à la gouvernance citoyenne, les questions liées à l'utilisation du numérique par la société civile. Bon, donc là, en ce moment, je n'ai plus vraiment continué avec le secteur agricole. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la citoyenneté, les politiques liées à l'Internet, un peu comme on le faisait en fait à Euridev. Et là, lorsque j'étais à Panos en 2009, j'ai eu l'opportunité, j'ai postulé pour un poste au CTA, qui sont techniques de coopération rurale. C'est une institution qui malheureusement a fermé il y a 1 an à peu près. Mais donc, j'ai été engagé au CTA en 2009 en tant que coordonnateur de programme TIC et développement agricole. Et donc, j'ai fait 11 ans à peu près au CTA jusqu'en 2020, jusqu'en décembre 2020, quand le centre a été fermé. Et je dois dire que le CTA, c'est une institution internationale qui avait été mise en place dans le cadre de la coopération ACPUE, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne. Donc, c'est une institution, on va dire, de la coopération politique entre l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique et l'Union européenne. Mais il se fait que en 2000 ou en 2020, il y a eu des discussions politiques donc, qui ont voulu changer ou qui ont décidé de certains changements stratégiques au niveau de cette collaboration ou de cette coopération technique. Et de ce fait, le CTA a été fermé en décembre 2020. Donc, au CTA, on a beaucoup œuvré pour le développement du numérique pour l'agriculture. C'est vraiment au CTA que j'ai eu l'opportunité de contribuer énormément dans ce domaine. On a organisé, par exemple, en 2013, la première grande conférence africaine sur l'éthique pour le développement agricole, qu'on a appelée ICT for Ag 2013 Conference. C'était vraiment une première en Afrique à l'époque où on a organisé à l'époque le premier hackathon régional sur le secteur agricole. J'avais la responsabilité de ce hackathon qu'on a organisé. Et tout ça, en fait, cette conférence a fait boule de neige parce qu'on l'a organisée avec différentes organisations, y compris la FAO, le FIDA et autres. Et on va dire, enfin, nous on estime que depuis cette conférence, les TIC pour l'agriculture vraiment ont pris leur envolée en Afrique, en profitant évidemment de la promotion du développement de la téléphonie mobile, de la démocratisation du numérique qu'il y avait déjà. Donc, mais c'est vraiment pour nous, en tout cas, autour de... Je trouve très, très intéressant ce que tu dis. Et pour revenir précisément sur le CTA, moi particulièrement, j'étais encore à l'université. Quand je m'étais abonné, je recevais quotidiennement, par exemple, le magazine Sport et beaucoup d'autres publications. Donc, je pense que c'était une bonne initiative. Dommage que les orientations politiques internationales ont changé. Et voilà, sinon que c'est vrai que c'était une institution qui était comme une plateforme. Et comme vous dites, toutes les initiatives que vous avez entreprises dans le temps ont eu de grands effets quand même sur le secteur et notamment sur l'aspect digitalisation de l'agriculture en Afrique. Donc, vous pouvez continuer. Donc, voilà, au CTA, on a fait vraiment énormément de choses. En ce qui me concerne, en 2013, justement, j'ai mis en place, et évidemment, j'ai eu la chance d'avoir été soutenu par l'administration du CTA. J'ai mis en place le programme qu'on a appelé, mettons, AgriHack Talent, donc le programme AgriHack, dans le cadre duquel j'ai eu l'opportunité de collaborer avec, jusqu'en 2020 ou 2019, avec 1500 jeunes entrepreneurs agricoles que mon programme a pu appuyer. Et au total, c'est à peu près 800 jeunes entreprises qui s'intéressaient au numérique dans l'agriculture, qui voulaient offrir des services divers au secteur agricole. Et 800 à peu près entreprises donc, qui venaient ou qui viennent de à peu près 60 pays, donc des pays africains, caribéens, mais également quelques-uns du Pacifique. Donc, dans le cadre du programme AgriHack Talent, on a organisé au départ des hackathons
Donc, par exemple, l'un de ces hackathons, donc le hackathon, comme tu le sais, c'est une compétition de développement d'applications en général dans un domaine précis. Donc, on a organisé Oui. le hackathon régional en Afrique de l'Est pour la première fois. Et la chance, quelque part, mais bon, la chance, c'est aussi le fruit de l'effort, évidemment. Donc, aujourd'hui, l'entreprise qui a été lauréate de ce hackathon qu'on a organisé en 2013, cette entreprise continue. À l'époque, l'entreprise n'existait pratiquement pas. Les jeunes venaient de finir leurs études ou d'arrêter leurs études et ils ont créé une entreprise, ils ont développé une application en ce moment qui est une application de gestion financière dans le secteur agricole et rural. Cette entreprise existe aujourd'hui. Les jeunes ont aujourd'hui au moins 20 employés. Ils ont eu des différents prix. Ils impactent vraiment leur communauté en Ouganda précisément. L'entreprise est localisée, OK, en Ouganda, je En voulais demander. Ouganda. OK. Donc, c'est l'entreprise qui s'appelle NC depuis qu'ils ont... Ce hackathon vraiment a été fondateur pour nous parce qu'il a vraiment lancé notre programme et je suis très content que les jeunes continuent de travailler, qu'ils aient pu donc formaliser leur entreprise et qu'ils aient pu offrir leurs services impactés à au moins 200 à 300 000 acteurs ruraux, en particulier des producteurs, par l'offre de leurs services financiers dans le secteur agricole. Et ce n'est pas que ça. On a eu d'autres jeunes. On a eu aussi à l'époque Farm Drive, qui est une entreprise aussi qui a développé une application dans le secteur financier, mais touchant les acteurs agricoles. Farm Drive aujourd'hui travaille avec Safaricom, qui est l'opérateur de télécommunications de Kenya. Et à travers cette collaboration, ils impactent au moins 1 million de producteurs au Kenya. Donc, on a Wow. organisé le hackathon. Après, on a organisé d'autres activités qu'on n'a plus appelées hackathon parce qu'à un moment donné, on a estimé qu'il y avait déjà suffisamment de prototypes créés par des jeunes, des prototypes qui avaient du mal à s'imposer comme application et qu'il fallait plutôt se concentrer sur aider les jeunes La entrepreneurs promotion de ces... à la promotion et au développement surtout de ces applications-là, à une meilleure compréhension de ce qu'on appelle le business model, ou enfin, on peut le dire aussi en français, le business model ou le modèle économique des applications ou des services TIC et agriculture. Donc, allez, on a un peu changé après 2 ans nos programmes et on l'a focalisé sur vraiment l'appui au renforcement du modèle économique des services liés au TIC à l'agriculture menés par des jeunes, au renforcement donc de ces entreprises. Donc, on l'a appelé le programme Pitch AgriHack. Et Pitch AgriHack, on en a organisé à peu près 4 éditions jusqu'en 2019. Et cette Pitch AgriHack a pu appuyer des dizaines de jeunes entrepreneurs qui offrent des services numériques au secteur agricole. Beaucoup d'entre eux continuent d'offrir ces services aujourd'hui et impactent leur communauté. Et vraiment, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et également, ce que je dois dire, c'est qu'on a quelque part amené beaucoup d'organisations à davantage s'intéresser au intéressés secteur du numérique à dans l'agriculture. l'appui au secteur numérique en ce qui concerne les services offerts par les jeunes. Et par exemple, lorsqu'on faisait les finales de Pitch AgriHack, on les a organisées essentiellement dans le cadre du forum AGRF, donc African Green Revolution Forum, que l'Organisation internationale AGRA organise. Et aujourd'hui, Pitch AgriHack a été récupéré par des partenaires de AGRA dans le cadre du forum AGRF. Et bien que le CTA soit fermé, Pitch AgriHack continue. C'est ça vraiment une grosse fierté pour moi. Donc cette année, Pitch AgriHack, l'édition 2021, a été organisée par des partenaires du réseau AGRF, en particulier une structure qu'on appelle Generation Africa. Et bon, j'ai eu le plaisir, ils m'ont demandé d'être, bien que je ne sois donc plus au CTA, j'étais fermé, ils m'ont invité à être l'un des juges de cette initiative. Donc, je suis très content d'avoir contribué à ça. Et dans les années à venir aussi, ils vont continuer Pitch AgriHack. Donc, ça, c'est vraiment un motif de fierté pour moi.
Et je suis très content donc d'avoir contribué à ce que l'offre de services numériques par les jeunes entrepreneurs pour impacter le secteur agricole se soit un peu développée. Bon, maintenant, il y a de nouveaux enjeux, tout n'est pas facile, mais bon, Oui. ça, on pourra peut-être en parler. Je pense que dans la suite, on va revenir là-dessus parce qu'il OK. s'agira un peu de faire le diagnostic voilà, de ce secteur et parler des enjeux. OK. Ce que je remarque, et puis le constat est patent, c'est que la majorité des bénéficiaires ou des jeunes qui innovent dans ce secteur sont dans les milieux ou les pays anglophones d'Afrique. Tu as parlé de l'Ouganda, du Kenya. Et qu'en est-il des jeunes en milieu francophone en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes innovateurs dans ce secteur-là? Oui, bon, je pense que c'est aussi un constat partagé par beaucoup, que dans la plupart des secteurs économiques, les pays anglophones sont un peu plus, on va dire, avancés et aussi ont beaucoup plus d'opportunités que les pays francophones en Afrique. Donc, dans le domaine d'éthique pour l'agriculture, c'est la même réalité qu'on a. Lorsqu'on organisait le concours, je crois qu'on avait à peu près autour de 15% ou 20% maximum de participation en Afrique. Ce qui ne reflétait pas exactement, on va dire, la proportion de francophones en Afrique ou la proportion de pays francophones, mais donc, il y avait déjà une participation un peu moindre des pays francophones. Et vu que les pays anglophones sont un peu plus évolués dans ces créneaux, bon, cela justifie un peu pourquoi on a eu beaucoup de gagnants ayant eu des impacts qui sont, on va dire, anglophones. Mais on a quand même eu pas mal de gagnants francophones. Un des gagnants de Pitch AgriHack, c'est par exemple Soretool au Sénégal, qui est une jeune entreprise. Bon, je ne sais pas si on peut toujours les appeler jeunes entreprises, mais en tout cas, qui est une entreprise qui a mis en place divers services agricoles. En particulier, la première, on va dire, le premier service qu'on leur connaît, c'est une plateforme e-commerce qui a une particularité, c'est que cette plateforme travaille essentiellement avec les productrices du milieu rural. Et qu'est-ce que cette plateforme fait? Qu'est-ce que Soretool fait? Soretool collabore avec les femmes productrices et les produits locaux transformés sont mis sur cette plate de commerce électronique pour pouvoir donner un meilleur accès au marché aux femmes productrices et pouvoir donc leur donner de meilleurs revenus. Donc, c'est des revenus complémentaires que cette dame arrive à générer grâce à la plateforme Soretool. Et je pense que c'est l'une des, on va dire, seules plateformes, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui soit vraiment spécialisée sur cette thématique-là. Et au-delà de ça, ils offrent beaucoup d'autres services liés au numérique, notamment la formation, le renforcement de capacités en matière de TIC pour les producteurs ou les productrices en particulier, en faisant des formations, en leur créant des places de marché ou des sites web, des pages Facebook, etc. Et ils collaborent aussi avec des structures comme USAID et autres là. Il faut noter que dans le domaine de l'agriculture, près de 70% des femmes interviennent, mais celles-ci sont souvent reléguées au second rang. Mais avec un tel événement comme Pitch AgriHack 2018, nous avons l'occasion, nous, jeunes entrepreneurs, d'être mis à l'avant de la scène. Et cela nous a permis de nous exprimer devant de potentiels investisseurs et cela nous a permis également de suivre des formations très intéressantes qui nous ont permis d'acquérir de nouvelles compétences en modèle de business, en défense de projets et en levée de fonds. J'ai également travaillé avec beaucoup d'entreprises béninoises, avec beaucoup d'innovateurs béninois. Par exemple, Fenou Food, qui est dans le secteur agroalimentaire, a été lauréate de notre programme Pitch AgriHack 2018. Ils avaient à l'époque présenté une plateforme de vente de produits d'emballage bio à travers différents outils numériques comme Facebook, WhatsApp et leur propre site. J'ai également travaillé avec Jinukun, qui est une start-up agricole qui dispose d'un site de commerce en ligne, Jinukun Store, sur laquelle ils vendent des produits agricoles locaux. J'ai aussi organisé avec Etrilab un hackathon en lien avec une autre entreprise du Nigeria et une entreprise togolaise
J'ai des collègues qui ont collaboré avec Global Partners qui offrent des services de drones. J'ai eu aussi l'opportunité d'avoir des partenariats avec le ministère de l'Agriculture que j'ai impliqué dans des activités liées aux stratégies agricoles. Et aussi, on avait eu à faire des formations sur les médias sociaux à destination du secteur agricole. Mais c'est surtout avec les jeunes entreprises que j'ai beaucoup travaillé au Bénin. Et voilà, donc on a pas mal d'entreprises francophones qui ont été impliquées et qui ont été aussi reconnues à travers les activités que nous avons organisées. On a aussi au Togo une autre structure qui s'appelle Clean Sarlu. Ils ont une une plateforme qu'on appelle e-agribusiness TG, donc e-agribusiness Togo. Et cette structure est aussi très dynamique, a aussi gagné Pitch AgriHack. Et aujourd'hui, ils offrent en dehors des services d'appui à la vulgarisation agricole et en dehors des services d'accès au marché, ils offrent aussi des services de drone aujourd'hui. Depuis, on va dire, un an et demi, ils offrent ces services-là. Et ils ont aussi bénéficié de l'appui du CTA dans ce cadre, parce que le CTA a en temps mis aussi en place un programme qui a appuyé le développement des services de drones dans le secteur agricole. Donc, ils ont bénéficié de cet appui en particulier et ils ont vraiment évolué. Ils sont allés vraiment au-delà de ce que nous, on leur a fait. Ils ont vraiment eu des partenariats, par exemple, avec des acteurs asiatiques, chinois en particulier, y compris à des connexions avec Alibaba. Et ils sont en train actuellement de créer une académie de formation et d'offres de services sur les drones au Togo, mais qui dessert l'Afrique. Donc, e-agribusiness TG est aussi… Voilà qui est rassurant parce qu'on n'a pas souvent ces informations et on se dit que eh bien, les innovations en Afrique sur le secteur de la digitalisation de l'agriculture, ces innovations ne sont que plus fréquentes dans les milieux anglophones. Et je pense qu'on doit davantage mener des initiatives pour promouvoir ces entreprises, ce qu'on ne fait pas assez à mon sens. Et c'est très intéressant et de vous écouter justement, d'entendre ce parcours très diversifié et ces années d'expérience dans ce milieu à collaborer avec les institutions internationales pour implémenter donc des dynamiques qui permettent de booster l'activité agricole. Moi, je suis agronome de formation et évidemment, l'un des aspects sur lesquels on doit davantage travailler, c'est l'accès au marché. Donc, c'est heureux de voir qu'il y a des initiatives de jeunes entreprises qui promeuvent l'accès au marché, donc en connectant les producteurs aux potentiels acheteurs. Et c'est très intéressant. Moi, je voulais aussi revenir sur cet aspect précis, parce que au-delà des entreprises que tu as citées là, justement, il y a d'autres types, dans le cadre de tes travaux, d'autres types d'entreprises qui ont ciblé cet aspect d'accès au marché. Oui, l'accès au marché, c'est crucial, non seulement pour que les populations puissent avoir accès à l'alimentation, mais également pour que les produits des producteurs donc, puissent être vendus, pour que les producteurs puissent générer davantage de revenus, etc. Et bon, on a parlé des plateformes e-commerce en donnant par exemple le cas de Soritool et aussi de Clean Sarlu, donc e-agribusiness TG. Mais il y a d'autres types de facilitation, on va dire, d'accès au marché. Par exemple, cette structure, elle n'a pas bénéficié du programme AgriHack, mais elle a bénéficié d'autres activités de CTA. Donc, la structure dont je vais parler s'appelle Farmerline. Et ils sont au Ghana. Donc, Farmerline, c'est un modèle pour moi d'entreprise liée au numérique dans l'agriculture. Et ils offrent des produits diversifiés qui répondent à différents besoins du producteur. Et notamment, c'est ça qui fait leur succès. C'est-à-dire que, premièrement, ou au départ, peut-être, ils offraient des services de conseil agricole uniquement. Donc, les producteurs, à travers des services facilités par le GSM, pouvaient avoir des conseils sur les itinéraires techniques ou autres. Mais à un moment donné, ils ont vu tout de suite que l'information, mettons, le conseil agricole ne permet pas à une structure, à une entreprise numérique agricole
d'être durable. Parce que, comme je l'avais personnellement observé lorsque je faisais mon mémoire de DEA, donc de mon master au Mali et au Bénin, lorsque vous donnez un conseil à un producteur, notamment lorsque vous n'êtes pas vulgarisateur, vous n'êtes pas vulgarisateur officiel, ils n'écoutent pas forcément ce conseil-là. Ils essayent comment on va dire, de matcher ce que vous leur dites ou ce que vous leur donnez comme information avec d'autres informations qu'ils peuvent avoir de leurs cousins, de leurs frères, etc. Donc, en fait, ils ont une pluralité de sources d'informations, ce qui fait que votre information n'a pas une plus-value, on va dire, décisive pour eux. Et de ce fait, les producteurs ne sont pas souvent prêts à payer pour les services agricoles, les services de conseil agricole. Du coup, oui, la plupart des structures, notamment des jeunes structures, qui peut-être ne connaissaient pas très bien le domaine de l'agriculture et qui ont voulu offrir uniquement du conseil agricole par le GSM, n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu générer assez de revenus. Donc, FarmerLine, ayant commencé cette expérience, ayant fait ces observations, ils ont commencé aussi à faciliter l'accès aux intrants agricoles. Parce que déjà, les producteurs ont besoin de l'intrant de façon impérative pour pouvoir faire leur production. Du coup, ils offrent l'accès et facilitent l'accès aux intrants agricoles en faisant quoi? Tous ceux qui sont inscrits dans leur base de données peuvent, de façon, parfois en bénéficiant de prêts ou parfois en bénéficiant de réductions, avoir accès à ces intrants. Donc, acheter les intrants de façon plus rapide, plus efficace, parfois si possible à des prix subventionnés et en même temps bénéficier des conseils agricoles. Donc, l'offre de ces services diversifiés répondant à plusieurs besoins du producteur a fait que FarmerLine a eu des services qui ont été pertinents et ils continuent depuis près de 10 ans maintenant ou depuis près de 8 ans maintenant à opérer et ils génèrent des revenus qui permettent à l'entreprise d'être durable. Donc ça aussi, c'est un des services qui facilite aussi l'accès au marché. Et il y en a d'autres. Si on avait le temps, on pourrait en parler. Merci, on voit un peu le panorama et donc il y a encore de la demande, c'est juste pour dire qu'il faut davantage d'innovation dans le secteur pour couvrir donc cette demande et donc il faut atteindre les producteurs surtout en milieu ruraux. Quand on a parlé tout à l'heure du parcours professionnel et moi je fais partie d'une catégorie de jeunes qui pense que c'est important de se former au quotidien, d'apprendre des aînés. De façon personnelle, est-ce que tu entreprends d'initier un certain nombre de jeunes au-delà des cahiers de charges professionnels, j'allais dire, à donc les orienter si possible parce que la question de la transmission se pose, je l'ai dit au début, et qu'est-ce que tu fais dans ce domaine-là, dans ce sens? C'est une vraie question challenge que tu me poses parce que je suis tout à fait, je partage tout à fait ce que tu viens de dire, l'importance de la transmission. Bon, je dois dire pour commencer que malheureusement, je suis tellement pris, parce que comme je l'avais dit à Panos, au CTA, pardon, j'avais beaucoup d'activités en dehors du programme AgriHack. Je faisais j'avais un programme qui facilitait la formation des producteurs et autres sur le numérique. J'ai collaboré avec un collègue dans ce cadre, c'était le programme Web24Dev. J'avais aussi des activités liées aux stratégies e-agricoles. J'ai travaillé avec le Togo et d'autres pays dans ce domaine. Et ça fait que, peut-être parce que moi-même, j'aime faire énormément de choses, j'étais énormément pris, je n'avais pas beaucoup le temps. Maintenant, le CTA est terminé. Je suis maintenant consultant, mais consultant permanent, en fait, à la FAO. Et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps. Par contre, ce que j'ai commencé à faire depuis quelques mois, c'est que j'ai mis en place, j'ai créé avec quelques amis un club qu'on appelle Digital Agric Africa sur Clubhouse, qui est donc cette plateforme audio de partage et de diffusion d'organisation de séminaires audio, etc. Donc, on a créé cette plateforme
pour pouvoir faire la promotion justement de l'agriculture numérique et de l'utilisation du numérique pour pouvoir renforcer la productivité, renforcer la sécurité alimentaire. Et dans le cadre de ce club, on a beaucoup de jeunes ou des jeunes qui arrivent de temps en temps et nous essayons de communiquer, d'échanger avec eux sur comment est-ce qu'ils peuvent mieux comprendre ce domaine, s'ils sont intéressés par ce domaine, afin d'avoir aussi, de contribuer au développement de leurs initiatives dans leur communauté. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. Et puis, de temps à autre, j'écris des articles. Donc, si tu vas sur mon site, tu vas voir quelques articles que j'écris par rapport à mes expériences ou par rapport aux projets sur lesquels je travaille. Donc, ces écrits aussi, pour moi, contribuent à faciliter la transmission. Exactement, à la transmission, oui. Voilà, d'accord. Oui, donc... C'est bien rassurant parce que j'avais eu une entrevue il y a de cela quelques mois avec Jean-Antonin Dossou, qui était ancien ministre sous le président Eboni, qui aussi s'est engagé à travers de petites initiatives personnelles à le faire, à rencontrer des jeunes. Et c'est vrai que quand on est à un certain niveau, on n'a pas souvent le temps, mais les jeunes ont besoin d'apprendre des aînés. Donc, merci déjà, voilà. Merci déjà pour cette initiative. Et on va revenir donc sur la question thématique de cet entretien, c'est la digitalisation dans le secteur agricole. Aujourd'hui, avec le recul, on voit qu'il y a une certaine révolution, mais il y a aussi des défis qui font que les initiatives des jeunes peinent à décoller parfois. Et est-ce que on va parler des questions liées à l'infrastructure ou des questions liées à la connectivité? Mais quand on fait un diagnostic, quelle analyse tu peux faire de ce secteur et comment est-ce qu'on peut lever les blocages? Oui, OK. Il y a, premièrement, il faut observer que le numérique pénètre aujourd'hui l'ensemble vraiment, ou a pénétré aujourd'hui l'ensemble du secteur agricole, et toutes les activités agricoles bénéficient d'une manière ou d'une autre du numérique aujourd'hui. J'analysais jusqu'à il y a même quelques minutes mettons, le programme stratégique entre la FAO et les pays africains. Et j'ai vu que dans ces différents documents stratégiques, il est forcément question quelque part de numérique. Ça veut dire que dans tous les pays, on utilise le numérique dans l'agriculture et on est conscient qu'il faut renforcer l'utilisation du numérique dans le secteur agricole. Et la crise qu'on a connue et qu'on continue de connaître liée au COVID a montré l'importance de la digitalisation du secteur agricole, non seulement pour qu'en cas de lockdown, par exemple, donc en cas de, je ne sais plus comment dire ça en français, en tout cas, en cas de, lorsqu'il est impossible de faire des réunions physiques, qu'on puisse avoir des plateformes comme Zoom et autres à travers lesquelles on peut continuer les activités professionnelles. Donc, c'est très important que les différentes structures ministérielles et les différentes organisations professionnelles, y compris les organisations de producteurs, puissent avoir accès au numérique pour pouvoir, mettons, faire face à des enjeux de ce type qui peuvent arriver. Donc, ça, c'est un problème parce que, pour l'instant, malheureusement, il y a peut-être un problème, il y a toujours un problème de compréhension des enjeux du numérique et des potentialités du numérique pour le secteur agricole, ce qui fait que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore investi, on va dire, dans ces outils pour pouvoir plus facilement, ou mettons pour pouvoir bénéficier de leur plus-value. Mais également, il faut dire qu'on a une question de coût de cette technologie sur différents aspects. Si on prend par exemple le coût de la connectivité, et si on veut, je ne sais pas si c'est une bonne chose, si on fait la comparaison entre notamment les pays européens et les pays africains, on voit qu'au Bénin, on peut, si on veut utiliser de façon intensive la connectivité Internet, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, on peut facilement dépenser 10 000 francs CFA par semaine pour ça.
si on veut lutter de façon intensive avec une bonne connectivité. Alors qu'avec ces 10 000 francs CFA, alors qu'on peut, avec ces 10 000 francs CFA, bénéficier d'une meilleure connectivité en Europe sur tout le mois. Cela veut dire que la cherté du coût de l'accès à Internet ne facilite pas justement une bonne jouissance des opportunités que ce secteur, que cette technologie peut offrir aux acteurs du secteur agricole en particulier. Acteurs du secteur agricole qui, dans beaucoup de cas, n'ont pas forcément énormément de ressources. Et là, je pense aux producteurs. On sait très bien que les producteurs sont parmi les acteurs ayant le moins de moyens, notamment, et même quand on parle d'organisation de producteurs, elles n'ont pas beaucoup de moyens. Justement, et puis la question de moyens se pose, mais au-delà du coût, c'est que la connectivité dans certaines zones ne facilite pas l'usage de certaines technologies. Oui, bien sûr, bien sûr. Même si, on va dire, la situation a beaucoup évolué, il est toujours difficile et c'est toujours avec douleur qu'on observe et que j'observe que notamment les messages audio ont du mal, ou vidéo, ont du mal à être consommés, ont du mal à être consultés, même dans les capitales africaines, même à Cotonou. Même parfois, quand on envoie un message vidéo WhatsApp, beaucoup de personnes ont du mal à les télécharger parce que la connexion n'est pas bonne, parce que la connexion est erratique, au-delà de la question du coût. Donc pour revenir au secteur agricole, c'est vrai, donc on a un problème de meilleure compréhension ou d'incompréhension ou de faible compréhension des enjeux du numérique dans le secteur agricole. On a un problème donc du coût de la technologie, que ce soit les données ou que ce soit parfois, même si aujourd'hui on peut avoir un smartphone avec 50 000 francs CFA ou moins, il y a quand même un problème de coût, par exemple au niveau des données, donc le coût de la connectivité en elle-même. Il y a évidemment le problème qu'on vient de poser, qui est le problème de la qualité des infrastructures de télécommunications qu'on a en milieu rural. Déjà qu'on a un problème lié, on va dire, à l'énergie, à la permanence de l'énergie électrique. Quand on associe ça à la difficulté ou à l'inadéquation, à la pauvreté des infrastructures qu'on a en particulier en milieu rural, on voit donc les limites que la connectivité, que les technologies de l'information vraiment peuvent offrir aux producteurs. Moi, j'avais collaboré avec beaucoup de jeunes producteurs à un moment donné qui m'ont dit, pour moi, mon marché, je n'accepte pas mon marché avec le numérique. Mon marché, il est juste local, il est juste à côté de moi. Mon marché, mes consommateurs n'ont pas la connectivité. Donc, c'est vrai que les technologies peuvent être intéressantes, mais à moi, ça ne sert pas parce que mon marché n'utilise pas les technologies. Bon, c'est vrai qu'avec le développement des réseaux sociaux, en particulier de WhatsApp, on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs en WhatsApp, y compris en milieu rural. Donc, il y a une évolution dans ce sens, mais on a toujours une faible pénétration jusqu'à ce jour du numérique en milieu rural qui puisse permettre vraiment à ce que le secteur rural puisse vraiment profiter à fond de ces opportunités-là. Donc, les organisations internationales et les gouvernements en particulier, parce que ça doit commencer par les gouvernements, doivent mettre de meilleures stratégies en place pour pouvoir faire face à cette difficulté-là en collaborant avec le secteur privé, de la façon la plus efficace possible. Donc, parce qu'en fait, quand on parle du secteur rural, la majorité des producteurs se retrouvent dans les zones de campagne et le travail de la digitalisation de l'agriculture ne peut pas se faire. On peut peut-être concevoir ou avoir des laboratoires ou les centres d'innovation en ville, mais les bénéficiaires finaux sont en milieu rural. Donc, est-ce qu'on peut lever les blocages? OK. Il y a, premièrement, il faut observer que le numérique pénètre aujourd'hui l'ensemble vraiment, ou a pénétré aujourd'hui l'ensemble du secteur agricole et toutes les activités agricoles bénéficient d'une manière ou d'une autre du numérique aujourd'hui. J'analysais il y a même quelques minutes mettons, le programme stratégique entre la FAO et les pays africains. Et j'ai vu que dans ces différents documents stratégiques, il est forcément question quelque part de numérique. Ça veut dire que dans tous les pays, on utilise le numérique dans l'agriculture et on est conscient qu'il faut
renforcer l'utilisation du numérique dans le secteur agricole. Et la crise qu'on a connue et qu'on continue de connaître liée au COVID a montré l'importance de la digitalisation du secteur agricole, non seulement pour que, en cas de lockdown, par exemple, donc en cas de, je ne sais plus comment on dit ça en français, en tout cas, en cas de, lorsqu'il est impossible de faire des réunions physiques, qu'on puisse avoir des plateformes comme Zoom et autres à travers lesquelles on peut continuer les activités professionnelles. Donc, c'est très important que les différentes structures ministérielles et les différentes organisations professionnelles, y compris les organisations de producteurs, puissent avoir accès au numérique pour pouvoir, mettons, faire face à des enjeux de ce type qui peuvent arriver. Donc, ça, c'est un problème parce que, pour l'instant, malheureusement, bon, il y a peut-être un problème, il y a toujours un problème de compréhension des enjeux du numérique et des potentialités du numérique pour le secteur agricole, ce qui fait que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore investi, on va dire, dans ces outils pour pouvoir plus facilement, ou mettons pour pouvoir bénéficier de leur plus-value. Mais également, il faut dire qu'on a une question de coût de cette technologie sur différents aspects. Si on prend par exemple le coût de la connectivité, et si on veut, je ne sais pas si c'est une bonne chose, si on fait la comparaison entre notamment les pays européens et les pays africains, on voit qu'au Bénin, on peut, si on veut utiliser de façon intensive la connectivité Internet, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, on peut facilement dépenser 10 000 francs CFA par semaine pour ça, si on veut lutter de façon intensive avec une bonne connectivité. Alors qu'avec ces 10 000 francs CFA, alors qu'on peut, avec ces 10 000 francs CFA, bénéficier d'une meilleure connectivité en Europe sur tout le mois. Cela veut dire que la cherté du coût de l'accès à Internet ne facilite pas justement une bonne jouissance des opportunités que cette technologie peut offrir aux acteurs du secteur agricole en particulier. Acteurs du secteur agricole qui, dans beaucoup de cas, n'ont pas forcément énormément de ressources. Et là, je pense aux producteurs. On sait très bien que les producteurs sont parmi les acteurs ayant le moins de moyens, notamment, et même quand on parle d'organisation de producteurs, elles n'ont pas beaucoup de moyens. Justement, et puis la question de moyens se pose, mais au-delà du coût, c'est que la connectivité dans certaines zones ne facilite pas l'usage de certaines technologies. Oui, bien sûr, bien sûr. Même si, on va dire, la situation a beaucoup évolué, il est toujours difficile et c'est toujours avec douleur qu'on observe et que j'observe que notamment les messages audio ont du mal, aux vidéos, ont du mal à être consommés, ont du mal à être consultés, même dans les capitales africaines, même à Cotonou. Même parfois, quand on envoie un message vidéo WhatsApp, beaucoup de personnes ont du mal à les télécharger parce que la connexion n'est pas bonne, parce que la connexion est erratique, au-delà de la question du coût. Donc pour revenir au secteur agricole, c'est vrai, donc on a un problème de meilleure compréhension ou d'incompréhension ou de faible compréhension des enjeux du numérique dans le secteur agricole. On a un problème donc du coût de la technologie, que ce soit les données ou que ce soit parfois, même si aujourd'hui on peut avoir un smartphone avec 50 000 francs CFA ou moins, il y a quand même un problème de coût, par exemple au niveau des données, donc le coût de la connectivité en elle-même. Il y a évidemment le problème qu'on vient de poser, qui est le problème de la qualité des infrastructures de télécommunications qu'on a en milieu rural. Déjà qu'on a un problème lié, on va dire, à l'énergie, à la permanence de l'énergie électrique. Quand on associe ça à la difficulté ou à l'inadéquation, à la pauvreté des infrastructures qu'on a en particulier en milieu rural, on voit donc les limites que la connectivité, que les technologies de l'information vraiment peuvent offrir aux producteurs. Moi, j'avais collaboré avec beaucoup de jeunes producteurs à un moment donné qui m'ont dit, pour moi, mon marché
je n'accède pas à mon marché avec le numérique. Mon marché, il est juste local, il est juste à côté de moi. Mon marché, mes consommateurs n'ont pas la connectivité. Donc, c'est vrai que les technologies peuvent être intéressantes, mais à moi, ça ne sert pas parce que mon marché n'utilise pas les technologies. Bon, c'est vrai qu'avec le développement des réseaux sociaux, en particulier de WhatsApp, on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs en WhatsApp, y compris en milieu rural. Donc, il y a une évolution dans ce sens, mais on a toujours une faible pénétration jusqu'à ce jour du numérique en milieu rural qui puisse permettre vraiment à ce que le secteur rural puisse vraiment profiter à fond de ces opportunités-là. Donc, les organisations internationales et les gouvernements en particulier, parce que ça doit commencer par les gouvernements, doivent mettre de meilleures stratégies en place pour pouvoir faire face à cette difficulté-là en collaborant avec le secteur privé de la façon la plus efficace possible. Donc, parce qu'en fait, quand on parle du secteur rural, la majorité des producteurs se retrouvent dans les zones de campagne et le travail de la digitalisation de l'agriculture ne peut pas se faire. On peut peut-être concevoir ou avoir les laboratoires ou les centres d'innovation en ville, mais les bénéficiaires finaux sont en milieu rural, donc on doit continuer, comme vous avez dit, le travail en lien avec les partenaires privés, mais aussi les entreprises. Mais est-ce que l'État aussi n'a pas une grande responsabilité? Parce que c'est l'État qui crée les conditions, je pense. Bien sûr, enfin, j'ai essayé rapidement de pointer l'État également. L'État est le premier et le dernier, c'est-à-dire que l'État est au début et à la fin de cette dynamique et doit être là parce que les organisations internationales, dans la plupart des cas, mettent en place des projets. Si on parle de projets cohérents, ces projets en général durent 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Et ces projets doivent donc être mieux appréhendés, mieux appropriés par les gouvernements. En réalité, c'est les gouvernements même qui doivent concevoir des projets vraiment durables. Et parce que beaucoup de projets internationaux, quand ils s'arrêtent après 3 ans, il y a énormément de pertes. Parfois, les ressources humaines qui ont bossé, qui ont travaillé sur ces projets ne sont plus disponibles. Parfois, on ne capitalise pas suffisamment des leçons apprises et on perd énormément de ressources, on perd énormément de plus-value à la fin de ces projets. Donc, si ces projets étaient vraiment insérés dans le cadre du programme d'action du gouvernement, si ces projets étaient vraiment suivis, le gouvernement étant vraiment une permanence, le gouvernement est là, les partenaires s'en vont et viennent, on va dire. Les projets vont et viennent, mais le gouvernement justement, est là. Et le gouvernement reste. Voilà. Donc, c'est très important que les gouvernements puissent davantage renforcer leurs compétences, leur compréhension de ces enjeux, qu'ils puissent mettre en place de bons projets, qu'ils puissent savoir interagir avec les partenaires pour avoir des projets qui soient vraiment durables, qui ne durent pas que 2 ou 3 ans, ou qui, même si ce sont des projets, on va dire, ponctuels, essaient de vraiment prendre avantage de se nouer à des projets qui ont été conclus, qui ont été terminés après 2 ou 3 ans, pour qu'on puisse tisser vraiment l'ancienne corde à la nouvelle et pour qu'on ne puisse pas, puisqu'on puisse capitaliser justement sur les expériences passées. Donc, c'est vraiment très important. Et il faut aussi que, comme l'avait souhaité et comme c'était engagé déjà en réalité, les gouvernements africains, dans le cadre du processus de Malabo, à mettre en place au moins 10% du budget national qui soit consacré au secteur agricole, il faudrait que ces gouvernements puissent respecter leurs promesses et qu'ils puissent mettre au moins 10% du budget au profit du secteur agricole afin de développer davantage les investissements dans le secteur agricole et pour que ce secteur puisse réellement jouer son rôle de moteur de nos économies. Parce que pour l'instant, comme vous le savez, hein, comme tu le sais, c'est le secteur agricole qui contribue au moins, en moyenne, on va dire 25% à nos produits intérieurs bruts. À la production de richesse, voilà. Mais plus loin, parce qu'on a parlé de cette problématique des producteurs qui sont fournisseurs de vivres pour la plupart en majorité, mais qui sont dans des conditions de vie très difficiles, il faut dire. Moi, j'interviens et je collabore avec la plateforme
nationale des organisations paysannes du Bénin, donc la PNOPA. Il faut dire que l'investissement donc attendu, et c'est vrai que même si les politiques ou les acteurs politiques ont pris l'engagement à Malabo, on est encore loin des 10%. Et c'est vrai que si on réussit à atteindre ce gap, on aurait résolu beaucoup plus et beaucoup mieux les préoccupations des producteurs. Donc, Oui. il y a des actions de plaidoyer qui doivent être menées dans ce sens. Effectivement. Et puis, donner davantage d'opportunités à la jeunesse pour investir dans le numérique, y compris les jeunes agriculteurs qui aujourd'hui facilement ont accès au numérique. Donc, les jeunes producteurs n'ont pas besoin de beaucoup de formation pour s'approprier le numérique. Et ce sont donc ces jeunes qui peuvent vraiment transformer complètement leur processus ou leur entreprise agricole en bénéficiant du numérique. Donc, je pense qu'il faut vraiment accorder une place importante à l'appui aux jeunes entrepreneurs agricoles ou aux jeunes agriculteurs en général pour qu'ils puissent mieux s'approprier le numérique parce que cela déjà améliore leur profil, améliore, mettons, la visibilité qu'ils dégagent, on va dire, par rapport à d'autres acteurs, au-delà de l'amélioration de leur entreprise, de leur modèle économique que le numérique peut engendrer. Et évidemment, il y a les jeunes entrepreneurs numériques, donc les jeunes qui sont des spécialistes du numérique, qui peuvent aussi, à travers leurs innovations, appuyer le secteur agricole. Même si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises numériques agricoles ont du mal à survivre, et c'est une réalité, c'est premièrement, je pense fortement que premièrement, c'est parce que le secteur agricole ou le secteur numérique agricole est encore à ses débuts en Afrique. On n'a pas encore un très grand marché. Et évidemment aussi parce que ce secteur est à ses débuts, il n'y a pas encore une bonne compréhension du modèle économique ou des modèles économiques qu'on peut mettre en œuvre. Donc, pour l'instant, selon moi, ce sont des raisons qui font que la durabilité économique et financière de ces jeunes structures qui offrent des services numériques au secteur agricole est une question, mettons, qui frappe tout le monde. Mais en même temps, il faut dire que les jeunes entrepreneurs numériques agricoles doivent devenir de plus en plus très innovants parce qu'on a aujourd'hui la plupart des grandes entreprises, y compris les opérateurs de téléphonie mobile ou des opérateurs comme Alibaba, qui investissent le secteur numérique agricole et qui peuvent très facilement déployer des expertises techniques qui dépassent les expertises techniques des jeunes entrepreneurs numériques agricoles. Donc, pour que ces jeunes puissent vraiment avoir des services qui puissent avoir une plus-value et qui puissent être durables, il faut forcément qu'ils puissent affiner leurs innovations et vraiment mettre en place des innovations à plus-value. Donc ça, c'est... Et je pense qu'il y a un blocage pour ces jeunes-là, justement, sur le volet du financement, parce que ce n'est pas facile de dégager des ressources quand on est à des étapes de début, de démarrage. Et est-ce qu'il y a des dynamiques dans ce sens pour accompagner? Autrement, quand les grands acteurs privés, ils ne peuvent pas même compétir sur ce terrain-là avec les grands acteurs. Oui, c'est vrai, malheureusement, et c'est vrai que le secteur de l'entrepreneuriat en général en Afrique, ce n'est pas seulement celui du secteur numérique, même si le secteur numérique agricole a encore énormément plus de challenges compte tenu de la difficulté, mettons compte tenu de ça, de la nouveauté que ça constitue, mais également compte tenu du fait que son marché, qui est le marché agricole, le marché des producteurs d'abord, même s'il y a aussi les vulgarisateurs et autres acteurs qui sont dans ce domaine, ce marché-là n'est pas encore très solvable par rapport à ces services numériques. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes, y compris donc, en ce qui concerne l'accès au financement pour les entreprises en général et donc pour les entreprises du secteur numérique aussi ou numérique agricole aussi. Et qu'il faut souhaiter qu'il y ait davantage d'appui aux entrepreneurs en général, et donc aussi aux entrepreneurs qui sont dans le secteur numérique ou le secteur agricole en particulier, parce qu'on connaît l'importance du secteur agricole pour la sécurité alimentaire. Donc, cela va de soi qu'on doit souhaiter cela. Par contre, il faut dire que le fait qu'à un moment donné, les jeunes entreprises se fassent racheter par, ou carrément se fassent
dépassés par les innovations des grandes entreprises. C'est malheureusement une réalité qui n'est pas une réalité béninoise ou africaine. Même la France, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, la France fait face à ce problème-là. Beaucoup de jeunes innovateurs français, dès qu'ils font leurs innovations, ces innovations sont rachetées ou bien ces innovations ne font pas souvent le poids, ont du mal à être sur un même marché compétitif avec des innovations qui viennent des États-Unis. Donc, c'est un réel, mettons, c'est une problématique et une réalité du secteur privé. Du secteur privé et du secteur de l'innovation. Donc, il faut malheureusement qu'on puisse... Donc, du coup, on peut juste y faire face et accepter que c'est l'environnement qui est ainsi? Oui, enfin, je pense que c'est une réalité. On est obligé d'évoluer en tenant compte de cette réalité, en souhaitant que les jeunes soient de plus en plus innovateurs, en souhaitant également que l'État puisse davantage mettre en place des structures, des ressources pour les soutenir. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter un point. C'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneuriat doit être un impératif pour tout jeune ou tout professionnel. Pourquoi? Parce que, premièrement, en ce qui concerne les jeunes, l'entrepreneuriat, ce n'est pas, lorsqu'on encourage les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément pour qu'ils puissent, de façon impérative, disposer d'une entreprise réussie, avoir une réussite dans ce secteur-là. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat est très complexe. Il y a 1000 facteurs qui font qu'une entreprise peut échouer ou puisse échouer. Mais lorsque, en tout jeune, se développe l'esprit entrepreneurial, lorsque le jeune s'essaie à l'entrepreneuriat, je suis persuadé et on voit qu'il est beaucoup plus efficace dans n'importe quel secteur dans lequel il s'insère au niveau professionnel. S'il est simplement employé, il sera un meilleur employé parce qu'il aura un esprit novateur, entrepreneurial qu'il aurait développé. Et même dans certaines entreprises, on a ce qu'on appelle les intra-entrepreneurs, intra-entrepreneurship. Et dans certaines entreprises, cet esprit novateur, entrepreneurial qu'un jeune aurait acquis peut vraiment l'aider à progresser davantage. Donc, former à l'entrepreneuriat est bénéfique pour tout jeune et pour tout professionnel parce que s'ils n'arrivent pas à avoir peut-être la chance d'avoir une entreprise réussie, ces compétences et cet esprit entrepreneurial qu'ils ont peut les aider à progresser dans leur carrière, même en tant qu'employé. Donc, pour moi, c'est pour ça que je n'ai aucun mal à faire la promotion de l'entrepreneuriat parce que je sais que dans tous les cas, cette promotion sera bénéfique aux jeunes. Donc, même s'il y a des difficultés que certains jeunes rencontrent dans ce domaine, qu'ils ne considèrent pas ça comme, comme une perte, comme investissement qu'ils ont eu à réaliser, mais même s'ils sont seulement employés, ces compétences acquises peuvent être utiles. Et pour le pays, c'est très important. C'est très important que nos pays soient de plus en plus novateurs, que nos jeunes, qu'on ait, parce qu'on a formé 1000 jeunes, qu'on ait la chance à un moment donné d'avoir peut-être 1, 2 ou 3 qui aient des entreprises vraiment qui soient comme Facebook. Et imaginez tous ceux qui ont essayé de faire un réseau social comme Facebook, mais avec une seule structure comme Facebook qu'on connaît aujourd'hui, on a des milliards de personnes qui sont impactées. C'est ce qu'on souhaite dans nos pays également. Exactement. Et on fait une belle transition parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais on parle aussi d'innovation dans le secteur. Quelles sont pour toi, ou selon toi, donc, les innovations porteuses? On connaît l'écosystème. Quelles sont les innovations dans le secteur agricole qui sont les plus porteuses aujourd'hui et qui seront encore porteuses dans le futur, même si les technologies évoluent très rapidement aussi? OK. Bon, d'abord, le secteur agricole est tellement vaste que je ne le maîtrise pas. Il est énormément vaste. Et je ne suis pas d'abord, on va dire, spécialiste agricole, même si aujourd'hui, je travaille dans le domaine depuis à peu près 11 ans, 12 ans. Donc, je vais restreindre ça au domaine numérique agricole que je maîtrise un peu plus. Et par rapport à ça, il y a énormément d'innovations qu'on a aujourd'hui qui sont très prometteuses pour le secteur. En particulier, la blockchain, comme je suppose que tu as entendu parler de ça, qui facilite vraiment la transparence des transactions. On n'a pas besoin que le producteur puisse comprendre ce que c'est que la blockchain. Il suffit simplement que des dispositifs
utilisant la blockchain puissent être mises en place et puissent être intégrées dans les plateformes, dans les systèmes d'information que les professionnels offrent et dont les producteurs peuvent bénéficier. Si, par exemple, un producteur il est intégré dans une chaîne d'approvisionnement qui utilise des réseaux, mais donc qui utilise des plateformes intégrant la blockchain, cela peut permettre aux producteurs, par exemple, de savoir aussi à quel prix, bon, ça peut ne pas être le producteur, ça peut être la coopérative, parce que parfois le producteur il n'a pas forcément les moyens de bien comprendre ces choses, mais les coopératives, les organisations paysannes qui sont impliquées peuvent voir, par exemple, peuvent avoir une meilleure compréhension de ce circuit d'approvisionnement et peuvent automatiquement, même dans certains cas, grâce à la blockchain et grâce à ce qu'on appelle les smart contracts, être automatiquement payé lorsqu'un produit a été livré à un agrégateur ou bien à un supermarché en Europe. Les paiements peuvent être automatiquement générés et grâce, espérons-le, à un meilleur développement de la monnaie digitale et grâce à un meilleur développement de la finance digitale, les producteurs peuvent être automatiquement payés et avoir leurs ressources au niveau au moins de la coopérative dans leur porte-monnaie électronique. On a également l'intelligence artificielle qui se développe et qui joue un rôle important dans le domaine agricole, par exemple au niveau de l'agriculture de précision. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, il y a des dispositifs qui peuvent de façon automatique détecter certaines maladies des plantes, certaines pestes et automatiquement proposer des remèdes. On a dans certains contextes des dispositifs d'irrigation qui peuvent être mis en place de façon automatique pour que l'arrosage puisse se faire, soit parce qu'à un moment donné, le producteur ou bien le chargé de la production active une fonctionnalité sur son smartphone, ou bien de façon automatique quand le dispositif identifie un problème de stress hydrique, à un moment donné, l'arrosage peut être automatique. Donc, ce sont des innovations qui ne sont pas forcément encore dans tous les pays africains, notamment au Bénin, mais ce sont des innovations qui existent et dont les grandes exploitations peuvent profiter, les coopératives agricoles. Même si cela ne touche pas le producteur lambda, les producteurs peuvent déjà, les organisations de producteurs peuvent en bénéficier et il est important que l'État facilite et renforce aussi l'accès à ces innovations pour nos organisations de producteurs afin que progressivement davantage d'acteurs agricoles puissent en bénéficier. On a aujourd'hui le drone, l'usage du drone qui se généralise et la finance numérique. Bon, en tout cas, il y a énormément d'innovations aujourd'hui qui sont prometteuses et qui commencent aussi à être exploitées dans nos différents pays. Et il faut espérer que nos jeunes innovateurs aussi vont s'exprimer dans ces domaines et que l'État et les différents partenaires, les différents acteurs qui sont dans le domaine pourront les accompagner à mieux comprendre ou à s'imposer en tant qu'entreprise dans ces créneaux-là également. Nul doute. Et puis, on remarque aisément le potentiel. On remarque qu'il y a encore beaucoup à faire. Et justement, tous les acteurs en synergie doivent travailler dans ce sens pour pouvoir donc lever les barrières et mieux faire profiter le secteur agricole des innovations technologiques. Merci beaucoup. C'est assez intéressant de t'écouter. Nous nous adressons à travers ce podcast à de jeunes professionnels, mais aussi à des entrepreneurs. Et quand j'ai l'honneur de recevoir des aînés, c'est toujours un privilège pour moi et en même temps, c'est l'occasion pour moi de demander, est-ce que tu aurais, en termes de conseils, en termes d'outils pratiques qui permettraient à tout jeune qui désirait se lancer, est-ce qu'il y a des démarches que tu pourrais conseiller sur la base de tes expériences? En ce qui concerne les ressources liées au numérique et à l'agriculture, lorsqu'on était au CTA, on a développé pas mal de ressources qui sont toujours en ligne sur le site du CTA, donc www.cta.int. Il y a énormément de ressources qu'on a produites dans ce domaine. On a notamment, comme, je ne sais pas, j'en ai pas parlé, mais on avait en 2019 publié, bon, je dirais la vraie première publication sur l'éthique et l'agriculture en Afrique.
Et donc, on l'avait appelé le La rapport. vraie première, oui. Oui, parce qu'il y a toujours des choses. Hein. Bon, il n'y a jamais de premier, parce qu'il y a toujours un premier qui est pratiquement, dans beaucoup de cas, intraçable. Mais on a fait une publication, j'ai eu le plaisir de contribuer à ça, qu'on a appelé African Digitalization Report, quelque chose comme ça, avec Dalberg, la boîte de consultants internationale là. Donc, cette publication qui est en ligne aujourd'hui, depuis 1 an et demi, est reconnue comme l'une des publications ayant vraiment étudié quel est l'impact, par exemple, du secteur du numérique dans le secteur agricole et quelles sont les perspectives. Quel est l'impact sur les jeunes entreprises? Quel est l'impact sur le secteur agricole, sur la production, sur l'accès au marché, etc. Et c'est une étude qui a également documenté à peu près 390 entreprises qui offrent des services numériques au secteur agricole et qui les a caractérisées, qui a parlé du potentiel que le numérique a pour le secteur agricole. On a par exemple, dans le cadre de cette publication, observé que pour l'instant, on a à peu près seulement 13% des producteurs qui sont touchés par les services numériques agricoles en Afrique. Bon, c'est 13%. L'écart est encore grand. Voilà, mais il y a une progression si l'on compare ça à quelques années plus tôt. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand écart, qu'il y a un gap qui est à combler, donc il y a un potentiel et c'est une opportunité aussi, à la fois pour l'État et aussi pour les entreprises. On a aussi observé qu'il y a à peu près seulement 6% du marché des types de numérique agricole qui est desservi aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a un vrai potentiel pour ceux qui s'intéressent à ce créneau. Et ça, c'est en ce qui concerne les ressources. Et ce que je veux aussi ajouter, c'est qu'on a beaucoup de documentation aujourd'hui, notamment que l'organisation qu'on appelle GSMA, il y a une publication qu'ils ont réalisée l'année dernière sur les TIC et les pays, comment on appelle les pays les moins avancés, je résume comme ça en français. Cette publication-là est très intéressante et documente le secteur. La FAO est en train de publier également différents rapports sur le domaine. Donc, de plus en plus, on a du matériel qui documente les enjeux de ce créneau et qui font des propositions sur les axes stratégiques sur lesquels les gouvernements et les différents acteurs peuvent agir. Je veux aussi encourager les jeunes femmes. C'est très important. J'ai parlé de Soritool. Il y a aussi Femme Drive qui est gérée par des femmes. Femme Drive qui est la première structure, l'une des structures ayant gagné nos hackathons nationaux. Femme Drive a gagné un hackathon national à l'époque, ce n'était pas un hackathon régional, mais ils sont aujourd'hui une structure active, comme je l'ai dit au début de notre entretien. Et puis, il y en a d'autres. Il y a d'autres que, lorsque j'étais au CTA, on a, par exemple, décidé que au moins 50% des finalistes de nos compétitions Petit Hack seraient des femmes. Donc, cela a aussi encouragé beaucoup de femmes à s'intéresser à ce créneau. Mais on a encore très peu de femmes fondamentalement dans ce domaine du numérique agricole. Donc, c'est aussi un encouragement que je veux adresser à l'endroit des jeunes dames, des jeunes femmes, pour qu'elles puissent s'intéresser à ce créneau, pour que l'inégalité homme-femme qu'on a dans le domaine agricole, dans le domaine numérique agricole, là aussi, c'est vraiment beaucoup plus prenant, beaucoup plus crucial, qu'on puisse un tout petit peu, tout au moins, essayer de rebalancer un peu les choses, si je peux parler ainsi. Après, on dit the best way to predict the future is to invent it. Donc, si des jeunes... Effectivement, nous devons inventer le futur. Voilà, si on veut avoir un certain futur, il faut le créer soi-même. Il ne faut pas attendre que l'État, notamment, ou les organisations internationales le fassent à sa place quand on est jeune. Donc, les jeunes doivent aussi créer leur futur. Le futur dont ils rêvent, c'est à eux-mêmes d'abord de le créer et d'espérer que les autres vont les aider à le faire. Mais c'est d'abord à eux-mêmes de lancer le mouvement. Et j'encourage donc les jeunes à continuer à innover. C'est important pour eux-mêmes, c'est important aussi pour nos pays. Merci beaucoup, Ken. C'est assez intéressant de t'écouter. Et puis, sur la problématique de la professionnalisation des jeunes, et là, même au-delà du caractère professionnel, de manière personnelle, conseil d'année de Ken à des jeunes, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait
se lancer et aussi se professionnaliser? Oh, d'abord, moi, aujourd'hui, je veux rester dans le secteur agricole. Bon, même si je ne suis pas à la base, on va dire, agronome ou autre, je veux rester dans le secteur agricole parce que le secteur agricole est si central. Et si, quand on est jeune et quand on a de l'ambition et quand aussi on est intéressé par le devenir de sa communauté, je pense qu'il faut rester dans le secteur agricole. Beaucoup de gens disent, peut-être avec, peut-être c'est des boutades, qu'on peut avoir des millionnaires dans le secteur agricole. C'est peut-être parfois une boutade, mais ce n'est pas si faux que ça. C'est vrai qu'il faut avoir que beaucoup de planètes soient alignées pour que cela puisse devenir réalité, mais le secteur agricole regorge d'opportunités pour les jeunes, même des jeunes qui ne sont pas à la base des spécialistes du secteur agricole. Donc, moi, par exemple, je trouve que si on tient compte de quelques statistiques que j'ai données, notamment que pour l'instant, on n'a qu'à peu près 13% des producteurs qui sont impactés par le numérique, qui sont atteints par le numérique. L'impact, c'est encore une autre dimension. Et qu'on a seulement à peu près 6% du marché qui est couvert. Cela montre tout le gap qui existe, cela montre l'opportunité qu'on peut encore avoir en tant qu'entrepreneur. Et même si on n'est pas entrepreneur et qu'on est seulement un professionnel, c'est un domaine très nouveau, novateur, qui a beaucoup de perspectives et j'encourage personnellement beaucoup de jeunes à s'y intéresser et à trouver le créneau à travers lequel ils pourront s'exprimer parce que c'est un secteur qui est énormément diversifié, le secteur agricole comme on le sait. Donc, c'est encourager les jeunes à demeurer persévérants parce qu'on peut en général faire face à beaucoup de difficultés, mais comme on le dit, success is working from failure to failure with no loss of enthusiasm. Okay? C'est Churchill qui a dit ça. Donc, si on accepte qu'on peut avoir des échecs et que si on apprend de ces échecs, le succès n'est plus qu'à quelques pas. Donc, être persévérant, être passionné par ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours été passionné par ce que je fais, même si au départ, je ne choisis pas un créneau. Je ne sais pas, mais j'arrive toujours à trouver une certaine passion dedans. Et ça fonctionne. À un moment donné, on trouve toujours, on a toujours, comment je vais dire, on a toujours des bénéfices dans ce en quoi on croit, dans ce en quoi on est passionné. Donc, c'est quelques conseils, si on veut, c'est quelques conseils que je peux partager avec ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Ken. Et je vais juste faire une transition. C'est qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai découvert récemment, et c'est un ami qui avait diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux que je suivais. C'était une comédie, donc une publicité avec personne d'Abadou et deux acteurs. Donc, pour dire que Ken, toi aussi, un passé de comédien. Mais comment est-ce que la transition a été faite pour se retrouver dans ce secteur et aller à l'international? Bon, moi, je ne sais pas, mais moi, quand j'ai commencé, bon, peut-être parce que mon papa, comme je ne sais pas si tu le sais, était chanteur. Donc, mon papa, Esquil Lorento, est cofondateur de l'orchestre Polyrythmo, donc l'orchestre national pratiquement du Bénin pendant de longues années. Et peut-être que c'est cette fibre artistique aussi qui m'a guidé vers le théâtre. Je n'ai pas fait la musique, bon, parce que le vieux n'aimait pas non plus qu'on fasse de la musique, parce que la musique est c'est assez difficile au Bénin de vivre de la musique. Donc, il ne voulait pas forcément qu'on aille vers cette direction. Mais moi, donc, j'aimais le théâtre, donc je suis allé dans le théâtre et j'ai eu la chance donc, de travailler avec beaucoup d'acteurs, que ce soit les Feux, Théodore Béanzin, que ce soit Dabadou et autres. Effectivement, on a eu à faire des publicités. On a joué avec mes amis du complexe artistique et culturel Kwanlingan, avec Florent Ressou et compagnie, et Eric Hector Rompé, qui a été, je pense qu'il est toujours directeur du FITEB au Bénin. Oui, c'est vrai. Bon, il n'y a pas eu de mécanique particulière qui a été mise en place. C'est juste une passion que j'ai toujours un tout petit peu. Mais en même temps, j'avais aussi un intérêt pour l'information-communication. Et voilà, quoi, à un moment donné, il fallait choisir. Je ne sais pas si j'ai choisi, mais je ne suis plus aujourd'hui dans le secteur artistique. J'espère que je vais revenir
dans ce secteur à un moment donné. D'accord, on l'espère aussi. Merci beaucoup. Nous sommes tout doucement en train de finir. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire comme notre fin? Ça a été un entretien assez intéressant, j'avoue. On a beaucoup appris et j'espère que le parcours aussi inspirera beaucoup les jeunes qui nous suivront. Et qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure? Pour conclure, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est d'encourager les jeunes euh, de ne pas avoir peur d'échouer, d'utiliser l'échec comme un piédestal pour aller vers le succès, d'être passionné par ce qu'ils font et de créer leur propre futur. Parce que le futur qu'on veut, comme on l'a dit, le futur qu'on espère, c'est le futur qu'en réalité qu'on doit se créer. Et peut-être aussi un petit mot par rapport aux acteurs culturels. C'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais dans le domaine culturel, quand ceux qui ne savaient pas que j'avais également ce second métier, donc lié au numérique, pensaient que tous ceux qui sont dans le secteur artistique, ce sont on va dire, des va-nu-pieds, quoi, des gens qui n'ont aucune perspective, qui ne sont pas allés à l'école. Quand on travaillait avec la LC2 à l'époque sur les publicités, ça pas bon, ou bien avec le RTB sur les publicités à peau et autres. Beaucoup de gens pensaient qu'on n'était que des va-nu-pieds, des énergumènes, quoi. Donc, moi, j'encourage aussi, si jamais il y en a qui nous écoutent, les gens du secteur artistique qui éventuellement nous écoutent, aussi de persévérer. On peut avoir les deux métiers. On peut avoir les deux métiers. C'est vrai qu'à un moment donné, la vie fait que peut-être qu'on fait un choix, mais on peut allier les deux métiers et il ne faut pas se décourager en général quand on fait face à des challenges ou quand des personnes extérieures à soi formulent des critiques ou autres. Je pense qu'il faut garder sa vision, garder son cap et le succès est toujours au rendez-vous à un moment donné. Et ce sera sur ce mot que nous allons conclure cet entretien. Merci beaucoup, Ken, pour ta disponibilité. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un plaisir et je t'encourage aussi. Je dois dire que toi aussi, tu es un modèle parce que tu fais énormément de choses. Tu fais énormément de choses et tu ne te contentes pas d'être spécialiste du secteur agricole. Tu as des initiatives entrepreneuriales et vraiment, je t'encourage beaucoup et félicitations déjà à toi et bon courage, bonne suite. Merci beaucoup. Effectivement, nous, on essaie juste de marcher dans les pas des aînés et comme je l'ai dit, tu fais partie de ces aînés qui nous inspirent beaucoup parce que nous estimons avoir de grandes ambitions. C'est pas souvent facile, mais il faut faire le chemin pour y arriver et c'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du podcast Connexion. J'espère que les différents éléments partagés avec notre invité vous auront plu. Si c'est le cas, restez abonnés, activez la cloche de notification. Dites-le nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on reçoive prochainement un invité de façon spécifique et dites-nous les raisons pour lesquelles vous souhaitez qu'on le reçoive sur ce canal. Et si ce n'est pas déjà fait, téléchargez votre exemplaire gratuit du e-book L'audace d'entreprendre, une jeunesse en action. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle parution du podcast Connexion.